Alors bonjour à tous, merci d'être là. Alors ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui est en cours, que je travaille dans le cadre d'une maîtrise avec Guy Jobin et puis qui fait suite un peu à des travaux que j'avais déjà fait sur la figure du juge au terme de la publication sur la religion devant les juges français, québécois, droit civil et qui de fil en aiguille m'a amené à approfondir la réflexion sur les juges et sur l'éthique judiciaire. Alors en fait, c'est un peu aussi, quand vous aviez eu la conférence de Monica Sete-Lopez, elle avait beaucoup travaillé dans cette présentation sur l'éthique du quotidien dans la narration judiciaire et elle s'était beaucoup interrogée sur qui veut parler de l'éthique et qui veut vivre l'éthique. Alors il y avait tout un questionnement sur ce que pouvait être le comportement éthique du juge au quotidien. Alors c'est un questionnement, moi, qui m'intéresse et justement le propos de mon travail, c'est d'essayer d'approfondir cette question-là et de me donner les moyens pour essayer de voir comment cette éthique judiciaire se vit ou en tout cas elle est comprise par les juges. Alors, ça partait d'un constat, c'est que si je comparais avec le monde médical, on pouvait constater que le jugement judiciaire, et Monica en avait parlé dans sa précédente conférence, on parlait peu de la question de la confrontation du juge au visage des parties. Il y avait plus de réflexion en fait dans notre discipline du droit sur la question de la confrontation du juge, par exemple à la crise du sens qui pouvait être vécue par des parties qui traversent des situations de conflit, à la dimension relationnelle, au fait que le juge au quotidien, oui, il est devant des justiciables, des parties de droit, et ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans notre formation, mais aussi des vrais êtres humains avec des visages, des émotions, et qui pouvaient le placer dans un sentiment de responsabilité qui pouvait être fort, et même Monica allait jusqu'à dire de parler du sentiment de survivance que le juge pouvait avoir après un procès. Alors même si aussi on fait des études de droit, on appréhende en théorie peut-être la question de la justice dans les théories du droit, mais on l'appréhende très peu dans sa dimension expérientielle, donc véritablement comme finalement qu'est-ce qui dans une décision judiciaire est créé comme expérience de justice, alors aussi bien sûr pour les parties qui vont vivre cette situation de justice, mais aussi pour le juge lui-même qui à chaque fois doit finalement concrétiser la justice et qui en fait une expérience à chaque situation qu'il a à juger. Alors, juste pour commencer un peu, pour essayer de repositionner, j'ai essayé de repositionner un peu ce questionnement, pourquoi ce questionnement venait chez moi. Alors j'ai à la fois essayé de voir les hypothèses, pourquoi nous dans notre discipline on n'avait pas comme en médecine par exemple, alors je sais qu'en médecine c'est pas forcément évident dans toutes les facultés de droit, mais ça paraît logique et normal d'interroger la confrontation du médecin ou de l'infirmière à la souffrance de son patient, de confronter le médecin ou l'infirmière à la question de son attitude face à la mort lorsqu'on accompagne un malade. Toutes ces questions-là, en tout cas, on n'a pas l'impression que ce sont des questions qui sont en dehors du cadre de la médecine, mais nous, en droit, on ne se pose jamais la question de savoir... Ben tiens, il y a un avocat qui va devoir accompagner, bon alors c'est sûr que ça paraît évident en droit criminel, mais on n'investigue pas forcément cet aspect, mais il doit accompagner un justiciable qui est coupable, mais doit quand même le défendre. Bon, c'est des aspects qui paraissent clairs, mais par exemple, on se rend compte assez vite que dans n'importe quelle matière de droit, on est confronté, nous aussi, je dirais même théologiquement, à la question du mal qui est présent, que ce soit la question de la maladie dans les consentements aux soins, la question de la souffrance de l'autre ou des conflits de violence dans les divorces. Donc, a priori, nous aussi, on a cette même confrontation au réel, mais ça ne fait pas partie de notre idée de former les juristes à ce questionnement-là. Alors j'ai essayé de me faire des hypothèses d'explication. Alors en reprenant un peu la théorie du droit, on pourra les discuter de leur pertinence. Il semblerait de toute façon que dans notre formation, et moi j'ai été formée dans cette modernité juridique classique, l'une des premières choses qu'on nous dit, c'est que la raison juridique est présente et qu'on a un objet droit à appliquer à une situation concrète et finalement il y a une autonomie de l'application du droit par rapport à la justice. Donc en gros, si l'application du droit aboutit à une situation juste, tant mieux,
mais on n'a pas cette idée que le droit doit véritablement réaliser, l'application du droit doit réaliser la justice. D'ailleurs, il y a cette idée qui est très forte, c'est que véritablement appliquer le droit, c'est un acte logique, c'est un acte de déduction par rapport au texte, et finalement, on peut très fortement appréhender le juriste comme un agent. En tout cas, nous, on nous apprenait beaucoup à faire le syllogisme juridique qui déduit du texte la solution concrète. Alors c'est intéressant, Anne-Marie Frison-Roche qui retravaille sur la rhétorique juridique, elle dit en fait que le juge, ou même ça pourrait être étendu au juge en général, finit toujours par sortir indemne du mécanisme de réalisation du droit qui est posé par le pouvoir en place, parce que justement il est en train de déduire un sens du texte qui a été posé par le législateur. Alors c'est ce juge mathématicien qui d'une certaine façon n'a pas à vivre la confrontation à l'humaine condition des justiciables. Il y a dans la modernité avancée ou la deuxième modernité, ça c'est le terme de ceux qui se pensent dans ce courant-là et qui se situent dans cette situation-là, où on a finalement dit on va revenir dans ce qu'est le réel, dans ce qu'est le concret, et on va essayer d'opposer plutôt le droit de papier puis le droit réel, le droit vivant. Alors on aurait pu penser que ce cheminement-là allait nous ramener vers ce même type d'interrogation. Mais cette fois-ci, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit le droit, c'est plus un objet, mais c'est un phénomène d'interaction sociale, et on va aller le saisir par le calcul, que ce soit l'économie ou que ce soit la sociologie. Alors par exemple, il y a un auteur du pluralisme juridique, Jean-Guy Bellet, qui est assez influent au Québec, et qui, lui, affirme que finalement, la pratique judiciaire, c'est une technique d'ingénierie sociale, et qui, par une démarche objective, vise à l'effectivité, finalement, d'une solution, et où on peut faire une évaluation contextuelle des relations. Donc encore une fois, on a cette idée, on revient dans le réel, on revient dans le concret, on s'efforce de se détacher du pouvoir, de se détacher de l'État, mais encore une fois, ce juriste scientifique ou même ce juge scientifique est encore une fois distancié des parties. C'est un expert qui justement par ses outils, par sa science du calcul, est en mesure de finalement évaluer objectivement ce qui est la solution efficace dans le contexte donné. Alors je me suis dit, mais pourquoi ces questions sont posées et pourquoi moi je les ressens comme quelque chose d'important de se les poser à l'époque actuelle? Alors moi, comme les autres, on baigne dans un ensemble de réflexions, et je pense que c'est l'ensemble des lectures de ces théories du droit dans le tournant interprétatif contemporain qui, après la Seconde Guerre mondiale, vont interroger ces applications, cette approche finalement très scientifique du travail du juriste. Alors on voit beaucoup dans les travaux de Perelman, c'est certain, moi c'est sûr aussi la lecture de Ricoeur, il y a vraiment la réhabilitation de la justice comme une visée éthique légitime et fondamentale de la pratique judiciaire, ou en tout cas de la pratique de justice. Il y a beaucoup bien sûr toute cette critique du droit, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se faisait un droit extrêmement déductif, et qui faisait qu'on pouvait finalement mettre en œuvre un ordre totalitaire et violent sans s'interroger. Et on comprend dans les modèles antérieurs comment finalement cette situation peut être possible, peut-être pas justifiable, mais au moins compréhensible. L'idée aussi, dans toute cette pensée-là, d'une décision qui finalement doit être responsable, qu'à chaque fois finalement prendre une décision pour un juriste, c'est aussi un acte de responsabilité. Oui, il y a la règle de droit, mais c'est son enjeu aussi pour le juriste, avocat ou surtout juge, de l'ajuster finalement aux situations singulières, et de pouvoir finalement l'ajuster aux valeurs fondamentales de la société, et dont finalement notre culture juridique serait la gardienne. Et enfin, bien sûr, dans ce courant interprétatif contemporain, il y a l'idée que finalement l'activité interprétative du texte est réhabilitée. À partir du texte, il n'y a pas un sens unique qui s'impose pour des raisons scientifiques si on prenait le modèle géométrique. Et l'idée que finalement le juge serait le médiateur, donc cette interprétation au sens classique du terme, entre le texte et le contexte. Et bien sûr, avec tout le travail en herméneutique, toujours dans une perspective située, lui-même n'est pas abstrait du propre contexte d'interprétation. Il est toujours dans une relation singulière avec les justiciables, il est en relation avec le monde qu'il habite, et bien sûr, il est aussi marqué par un vécu personnel et professionnel particulier.
Alors à partir de là, si on admet une certaine pertinence de l'ensemble de ces interrogations, en tout cas par rapport à ça, comment nous, dans la discipline du droit, on pourrait réappréhender le jugement judiciaire dans sa dimension incarnée, donc finalement comment revenir à sa dimension existentielle, relationnelle et expérientielle, et puis finalement par la suite, si on réussit à appréhender cette dimension, comment on pourra la remobiliser pour rendre compte des enjeux éthiques d'un jugement judiciaire en situation. Alors pour moi, la manière d'essayer de prendre cette voie-là, ça a été de faire un détour par le monde médical et de travailler sur les différents textes qui se sont faits en éthique narrative. Alors il y a bien sûr Lazare Benaroyo, mais surtout dans mon cas Rita Charon. Et en fait, on constate qu'en médecine, la mobilisation de l'éthique narrative, ça a été vraiment de porter une attention très particulière aux auteurs des situations médicales. Donc ça allait très loin, malades, familles, médecins, soignants, assistants sociaux, et de considérer finalement leur récit, leur narration, comme le reflet d'une expérience éthique individuelle et finalement qui par la suite pouvait les aider à élaborer un jugement davantage éthique en situation de soins. Alors comprendre éthique qui articule mieux l'estime d'eux-mêmes, leur propre réalité, la relation à l'autre proche en tant que prochain et plus largement dans une dimension de justice en tant que chacun. Alors, dans les approches que j'ai considérées, il y a celle de Rita Charon qui en a deux particulières. Alors, une première qui s'appelle l'écriture réflexive, où elle demande à ses étudiants en médecine ou aux médecins de mettre dans des récits, dans des courts récits, ce qui a pu être marquant pour eux dans une situation de soins particulière. Alors, elle leur laisse une liberté totale dans la manière de l'écrire. Alors, il y a toujours une phase clinique qui est toujours, quand elle travaille par exemple avec ses internes en médecine, il y a une phase clinique où elle travaille de manière très habituelle et très codifiée, je dirais, comment on analyse des symptômes, comment on fait le diagnostic et quelle thérapeutique on propose. Mais dans cette formation, alors elle a en général 5 rencontres dans une semaine, elle en consacre 3 à ce travail clinique classique et elle en consacre 2 à ce travail d'écriture réflexive où elle demande aux étudiants de réécrire leur expérience personnelle. Alors ce qu'elle dit toujours, si vous entrez dans la chambre d'un patient qui est en train de mourir et si vous êtes en train de voir votre grand-père qui est mort il y a 10 ans, écrivez-le, formulez-le, essayez de le formuler et essayez de mesurer surtout l'enjeu de l'impact dans votre jugement clinique. Alors l'enjeu après, une fois que ces écrits sont faits, c'est d'en faire une analyse narrative. Donc c'est de finalement reprendre ces récits pour les analyser et essayer de comprendre quels étaient les personnages, quels étaient les sentiments éprouvés, qu'est-ce qui était de l'ordre de la relation, qu'est-ce qui était de l'ordre de la raison. Alors justement, le texte, c'est pour vous montrer tout à l'heure ce que ça peut donner de faire une analyse narrative dans cette situation-là. Alors, les objectifs pour Rita Charon, lorsqu'on fait ce travail par ces approches narratives dans le monde médical, c'est bien sûr un enjeu de retour réflexif, parce qu'à partir du moment où on se met à écrire, on construit sa propre expérience. Alors l'idée, c'est que le vécu, oui, on vit tous un ensemble de situations, mais ça ne nous donne pas accès nécessairement à une expérience. Alors bien sûr, elle prend rigueur à travers tout ça. Il faut une médiation, et le texte en est une, pour pouvoir finalement construire une expérience située et finalement en prendre conscience soi-même. Bien sûr, quand après on fait une analyse narrative de ces différents textes, ça permet pour les autres de mieux comprendre la configuration éthique d'une décision, donc de comprendre quelle était la relation particulière à l'égard du malade, quelle était la prédisposition singulière de la personne qui prodiguait l'acte de soin. Et ensuite, bien sûr, il y a un enjeu d'affiliation, c'est que ce partage se fait dans le monde médical et ce qui peut paraître comme des situations dont on n'ose pas, qu'on n'ose pas partager parce qu'on se dit, bon, c'est un acte de faiblesse, cette méthode-là permet de légitimer ce genre de questionnement.
Et bien sûr, à mesure que les textes se multiplient, eh bien, il y a un enjeu de médiation imaginative, cette idée que finalement les acteurs de situations de soins se nourrissent d'exemples concrets de délibération éthique en contexte pratique et qui leur permet justement d'envisager les différentes formes de la sagesse pratique dans leur profession. Alors tout ça, ça se formule sur, bien sûr, c'est très ancré dans la philosophie de Paul Ricoeur, hein, sur la fonction narrative. C'est l'idée qu'à partir du moment où vous racontez quelque chose, eh bien, vous êtes en train de porter un jugement sur cette situation. C'est-à-dire que le réel nous donne un certain nombre d'événements qui se produisent, qui sont épars, et à partir du moment où quelqu'un en fait un récit, le simple fait qu'il les configure d'une certaine façon, ça le positionne éthiquement dans cette situation, lui, l'autre, et puis la société en général dans ce cadre particulier. Donc on retrouve la même idée que pour l'auteur du récit, ça construit son expérience, et pour le lecteur du récit, ça lui permet d'accéder à son désir éthique, parce que bien sûr, à chaque fois qu'on se retrouve dans un récit qui raconte quelque chose, ou qui raconte une situation, comment elle s'est portée, ben on a des réactions, on a un certain nombre d'émotions, on a un certain nombre de jugements, et c'est l'occasion justement de saisir aussi pour nous-mêmes cette compréhension. Tout ça, c'est bien sûr derrière l'idée qu'on n'a pas accès directement. Alors bien sûr, on a des conceptions, on a des représentations sur ce qui est bien ou de ce qui est mal ou ce qu'il faut faire, mais on n'a pas forcément accès à toute la profondeur de ce qui nous motive intérieurement. Et le récit est ce médiateur pour saisir davantage ce moteur intérieur, ce désir éthique qui nous anime. Alors si on fait le retour au monde judiciaire, c'est l'idée de finalement, pour moi, essayer de transposer ce qui existe dans le monde médical et d'essayer de le faire exister dans le monde judiciaire, mais peut-être après plus largement dans le monde juridique, parce que si dans l'éthique narrative on s'intéressait aux médecins, on s'intéressait aussi aux patients, on s'intéressait aussi à l'infirmière, on s'intéressait aussi à l'assistante sociale, donc ça pourrait aussi à terme déboucher sur des réflexions sur l'avocat, sur la partie elle-même qui pourrait raconter sa situation. Ça a des enjeux importants. Donc l'idée, ça serait la même démarche, de permettre un retour réflexif, dans mon cas pour le point de départ de ma recherche, sur le vécu professionnel des juges pour les aider à construire leur expérience. L'idée de comprendre et de partager leur configuration éthique singulière et pareil de nourrir les juges d'exemples concrets en contexte pratique. Alors pour faire le lien en fait entre les deux, et ça c'est aussi une articulation qui peut se faire, c'est que comment passer de l'acte de soin à l'acte de juger, bien évident que c'est des contextes différents, des enjeux différents, mais ce qui est intéressant, c'est quand Paul Ricoeur a construit dans Soi-même comme un autre son éthique du jugement moral, en le baptisant en 3 points, donc le plan de l'éthique fondamentale qui est le désir éthique de l'individu de vivre bien avec lui-même, avec les autres et dans la société juste. Il a aussi intégré cette idée qu'à chaque fois que ce désir éthique devait accéder à la réalité, il devait passer par le prisme de la raison, qui était le crible de la norme. Alors nous, on le connaît bien à travers nos règles de droit. Et l'enjeu, c'est qu'après, ce désir éthique qui est passé par la norme abstraite, le savoir théorique rationnel, doit se réaliser dans la situation concrète pour ajuster finalement ce savoir théorique au contexte singulier. Alors pour lui, il avait commencé après à réfléchir sur l'éthique médicale. Alors il se dit, il y a cette déclinaison de ce désir éthique fondamental qui se fait à travers le savoir scientifique, bien sûr, du médecin. Il a l'acquisition d'un savoir scientifique qui se réalise, mais il y a un enjeu de sagesse pratique pour le médecin qui doit concrétiser ce désir de lui-même, en tout cas cette visée éthique fondamentale du soin, par une sagesse pratique où il va devoir ajuster le savoir médical à la situation concrète. Et bien sûr, il y a toute une réflexion après sur la relation thérapeutique. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, quand il réfléchit justement sur l'éthique du jugement moral et qu'il le met en œuvre dans l'éthique du jugement médical, après, par la suite, dans les textes sur le juste, il le mobilise aussi sur le jugement judiciaire. Alors, cette même exigence de ce désir éthique, alors là, l'enjeu, c'est plus la maladie, c'est plus de soigner, mais c'est de résoudre les conflits. Alors avec ce même désir éthique
qui passe par la norme. Bien sûr, c'est toutes nos constructions de droit, qu'elles soient le fruit du législateur ou de la jurisprudence, mais qui à un moment donné implique un passage dans le concret et qui se fait justement par l'espace de la sagesse pratique où on retrouve tous ces enjeux de responsabilité, de relation à soi et à l'autre. Alors moi, ce que je vous propose de faire, tout ça c'est très théorique, hein, ça paraît des aspects particuliers, mais c'est de rendre compte finalement d'une première expérience que j'ai faite, tout simplement d'essayer de mobiliser ces éléments-là et de faire cette première expérience, et j'ai eu la chance avec la semaine dernière de faire la boucle. Donc j'ai fait une première expérience d'écriture réflexive avec un juge de la Cour supérieure qui s'est donné pour nom le juge Félix Leclerc. Alors c'est tout un symbole qui m'a donné là. Et en fait l'enjeu de l'expérience d'écriture réflexive pour moi c'était de me centrer sur le sentiment de responsabilité personnelle qu'il avait pu avoir à l'égard d'un justiciable et puis un jugement qui avait été marqué par une sollicitude, un souci de l'autre particulier. Alors j'ai travaillé avec lui dans 3 rencontres de 2 heures. Alors une première rencontre où on a justement essayé de retrouver un cas qui justement pour lui faisait écho à ce sentiment-là. Alors c'était très amusant parce que pour lui il disait mais c'est un cas que je mets dans cette catégorie-là, mais je ne me rappelle pas avoir pleuré aux larmes. C'était pas pour moi un cas aussi bouleversant que je pourrais le penser quand on parlait de compassion, de sollicitude. Mais à mesure, je lui dis faites-vous confiance, on va voir ce que ça va donner. Et puis au fur et à mesure, on a creusé, on a compris pourquoi c'était important. Alors vous allez le voir dans son cheminement de carrière. Entre les 2 rencontres, il a mis en récit ce cas de manière personnelle, c'est le récit que vous avez en main. Et puis c'était d'essayer de reprendre, de faire ensemble une analyse narrative de ce récit. Alors on reprenait chaque point, puis c'était à lui d'essayer, on essayait de comprendre finalement ce qui l'avait motivé à l'égard de chacune des personnes. Et aussi pour lui, c'était autant une découverte qu'un rappel ou un souvenir. Et puis dans la dernière rencontre qui a été un peu plus tard, on a partagé ce que ça pouvait avoir comme intérêt de faire cette expérience-là. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, donc ça c'était je dirais avec juste un juge, dans un travail interpersonnel. Et puis ensuite, j'ai eu la chance il y a une semaine d'être invitée par les juges de la Cour du Québec dans une formation continue en éthique. Et donc je leur ai proposé, ce que je vais vous présenter là, de faire une lecture de texte et puis avec un certain nombre de questions. Alors ils l'ont fait, ils ont vraiment été, je leur avais donné d'avance, puis ils l'ont vraiment fait, et on a pu en tirer beaucoup. Alors moi, ce que je vous propose, la théorie, c'est bien, mais le mettre en œuvre, c'est concrètement, c'est de prendre le texte et puis d'essayer de concrètement voir ce que ça veut dire d'aller saisir finalement, de voir ce que peut être une contribution narrative concrète à l'éthique du jugement judiciaire. Alors je vous propose de le lire, puis peut-être, je ne sais pas là, quel temps on a encore un quart d'heure avant peut-être des échanges plus larges, de le lire et puis de voir les questionnements. Alors c'est sûr que comme vous ne l'avez pas eu d'avance, c'est pas forcément évident de le faire, mais je vous ai proposé certains axes dans lesquels je vous mettrai un peu les réactions du juge. Alors, note, c'est la note que lui s'est donnée, ce juge. Pour les fins de l'exercice, je rédige ce texte sans avoir relu mon jugement de 2009. Il se peut donc que ma mémoire me joue des tours, ce qui serait probablement révélateur. Je suis saisie durant l'été 2006 d'une affaire où il me faut entendre 2 parents en instance de divorce et choisir rapidement l'école où leur fils Marc débutera ses études secondaires dès le mois de septembre. Madame désire que Marc fréquente un prestigieux collège privé au centre de ville de Montréal, à 75 minutes de transport en commun de la résidence. Monsieur préconise la fréquentation de l'école secondaire publique du quartier de lointaine banlieue, près des 2 résidences parentales, jusqu'au très récent déménagement de Madame. Marc a 13 ans environ, je le déduis parce qu'il a dû redoubler sa 5e année du primaire. Ses résultats scolaires sont médiocres, notamment en raison d'un trouble de déficit d'attention qui contribue à l'isoler socialement des autres élèves.
Il a besoin de faire du sport pour contrer ses déficits. Venu en salle d'audience, en l'absence des parents mais en présence de leur avocat, Marc me dit préférer de fréquenter le collège privé dans le sillage de son grand frère Pierre qui vient d'y terminer sa 5e secondaire pour s'inscrire maintenant au cégep. Marc minimise le temps et la fatigue associée à 150 minutes de transport en commun, 5 jours par semaine, ce qui empiéterait sur son horaire de natation et autres sports. Pierre vient aussi témoigner. Ceci me confirme les témoignages, le décrivant comme une vedette au collège, désigné capitaine de l'équipe de football, doué académiquement, populaire auprès des filles, etc. Pierre, en âge de dicter son choix de résidence, a opté pour celle de la mère. Marc souhaite faire de même, notamment pour fréquenter assidûment son grand frère. Madame considère que je n'ai d'autre choix que de choisir le collège privé. Institution fréquentée par plusieurs membres de sa famille et institution favorisée par la générosité de sa famille. On me laisse deviner que Marc y a été admis en dépit de son piètre dossier scolaire, grâce à l'intercession d'un membre influent de la famille. Madame peine à m'expliquer pourquoi elle vient soudain de déménager à un endroit fort peu pratique en fonction de la localisation du collège privé et de l'école du quartier. Je suis portée à inférer qu'elle voulait coûte que coûte s'éloigner de l'école publique sans se rapprocher utilement du collège privé. Monsieur m'explique qu'il propose pour Marc une des très bonnes écoles publiques de l'île de Montréal. Selon lui, Marc éprouve des problèmes d'apprentissage qu'on ne doit pas accentuer en l'épuisant chaque jour dans les transports en commun. La pratique assidue des sports en fin d'après-midi fait partie des solutions pour Marc. Monsieur ajoute qu'il faut éviter à Marc de grandir dans l'ombre de son grand frère Pierre, une véritable vedette par rapport à qui Marc vivra péniblement la comparaison. Monsieur se dit traité avec mépris par toute la famille de Madame parce qu'il occupe un obscur emploi moyennement rémunéré alors que la famille de Madame considère appartenir à la bourgeoisie fortunée. Selon le droit en vigueur, je dois tenir compte du désir exprimé par Marc, un enfant de 13 ans, sans être lié par ce choix. De fait, je retiens essentiellement la vision de monsieur. J'opte pour l'école publique en fonction des besoins d'apprentissage spécifiques de Marc. Ainsi, il y aura une meilleure utilisation de l'énergie de Marc et plus d'équilibre dans sa vie. Je retiens que ce serait lui rendre un mauvais service que de lui faire fréquenter le même collège que Pierre. Ce qui précède résume un des très nombreux cas courants qu'un juge de la Cour supérieure est appelé à traiter. Il m'a frappé particulièrement parce qu'en raison d'une confidence, indiscrétion ultérieure, j'ai eu droit à de la rétroaction, phénomène fort rare. Selon ce que j'ai su, Marc a réagi à ma décision en demandant « Comment il a fait le juge pour savoir que je voulais le contraire de ce que je lui ai dit en cours ?» Marc se trompe, je n'ai rien perçu de tel. J'ai simplement décidé en fonction de ses intérêts. J'ai senti que son père se souciait mieux de lui que sa mère, concernée plutôt par l'aura sociale de la famille maternelle. Également, je me souviens de ce cas parce que Marc a porté mon jugement en appel et qu'elle a suscité bien des commentaires désapprobateurs parmi les juges de la Cour supérieure par la bagarre tous azimuts qu'elle a déclenchée en réaction à mon jugement. J'ai bientôt perdu trace de Marc, qui a aujourd'hui 20 ans. Comment a-t-il évolué? Je l'ignore. Au moins, les commentaires ultérieurs de Marc m'ont donné un peu de confiance additionnelle en ma capacité de traiter ces délicates affaires familiales. En pareille situation, un juge tâche de faire de son mieux pour favoriser l'avenir de l'enfant qui lui est momentanément confié. Mais sait-on vraiment où la suite des choses mènera cet enfant? Alors ça vous donne un premier texte d'écriture réflexive. Là ensuite, ce que je vous ai mis par la suite, c'était l'ensemble des questions que je leur avais posées. Il y en a une que j'ai retirée parce qu'elle était un peu longue. Alors, ce qui consiste en fait à faire une grille de compréhension du récit, c'est d'essayer d'aller comprendre ce que le récit contient, alors à la fois de ce qui est voulu par celui qui écrit, mais ce qui peut être d'une certaine façon aussi le discours dit un certain nombre de choses. Donc, essayer de comprendre ce que le narrateur essaye d'exprimer à son lecteur, aussi bien de manière consciente que de manière plus inconsciente ou indirecte. Alors, dans les questionnements que j'ai envisagés, par exemple, je leur avais demandé de considérer la chronologie du texte et de répertorier en fait les principaux mots qui étaient utilisés
par le juge Félix Leclerc pour décrire les personnages. Alors on avait fait un ensemble d'éléments. Alors vous voyez, quand on fait ce travail assez point par point, ça c'est un élément d'analyse narrative, on retrouve des points importants. Donc 13 ans, redoublé, résultats scolaires médiocres, trouble de déficit de l'attention, dans le sillage de son frère, isolé socialement, piètre dossier scolaire, minimise, problème d'apprentissage, se trompe. Pour madame, elle désire, elle considère, il y a une relation avec sa famille, elle me laisse deviner, elle peine à m'expliquer, elle voulait coûte que coûte, elle a suscité des commentaires des approbateurs, bagarre tous azimuts qu'elle a déclenché. Donc déjà, rien qu'en faisant cette succession de mots, on voit déjà la perception des personnages. Sa famille, institution fréquentée par plusieurs membres de sa famille, institution favorisée par la générosité de sa famille, interception d'un membre influent de la famille, traité avec mépris par toute la famille, bourgeoisie fortunée, aura sociale de la famille maternelle. Monsieur, lui, il préconise, il propose, il ajoute qu'il faut, selon lui, il se dit traité avec mépris, il a un obscur emploi, il est moyennement rémunéré et il se soucie mieux de Marc. Quant à Pierre, c'est le grand frère, il termine sa 5e secondaire, il est au cégep, c'est une vedette, il est désigné capitaine de l'équipe de football, il est doué académiquement, il est populaire auprès des filles et il est en âge de discuter son choix de résidence. Donc ça c'est un premier petit travail qu'on fait en analyse narrative, c'est de voir quels sont les mots qui sont liés à chacune de ces personnes. Alors ensuite, je leur avais mis un petit tableau, c'était de décrire les personnages et de les classer. Alors d'essayer de voir en considérant qui avait eu la réussite sociale, qui avait la réussite sociale. Alors bien sûr, c'était madame, sa famille et Pierre. Et qui n'avait pas eu de réussite sociale, ben, c'était Marc qui échoue et bien sûr monsieur. Et après, ce qui était intéressant, c'est de comparer avec la capacité de jugement. Qui avait la capacité de jugement? Alors bien sûr, monsieur, lui, il n'a peut-être pas une réussite sociale importante, mais pour le juge, vous avez vu, il préconise, il propose, alors que madame, elle désire. Elle peine à expliquer. C'est dès le début, hein, quand vous prenez le texte, ce n'est pas les mêmes verbes qui sont employés. Capacité de jugement, bien sûr, madame n'en a certainement pas, et Marc non plus, on le voit très bien avec... il redouble, il a des résultats scolaires, il a des déficits d'attention et puis il minimise dans son jugement sa situation. Alors ensuite, j'avais mis un autre petit tableau, c'était d'essayer de voir en considérant le tableau suivant, de déterminer la relation que Félix Leclerc entretenait avec chacune des personnes. Alors c'était simplement de dire la nature de la relation, si c'était positif ou négatif, est-ce qu'il avait une relation positive avec la personne ou négative, plus complexe, et d'essayer de le décrire en un mot. Alors ce que je vous ai mis entre parenthèses, c'est ce que les juges ont proposé comme autre proposition. Alors par rapport à madame et sa famille, bien sûr c'est négatif, hein, il n'a pas une bonne relation. Alors suspicion, certains juges y ont plutôt vu du mépris dans le texte à l'égard de cette femme et de sa famille. Pour monsieur, on était assez d'accord, positif, une relation de confiance. D'ailleurs, c'est en s'appuyant sur cette relation de confiance qu'il va faire son choix de décision. Par rapport à Pierre, relation positive, moi j'avais mis qu'il était assez constant, confiant. Les juges ont dit aussi qu'il était distant. En fait, il n'a pas jugé par rapport à lui, alors il prend une certaine distance. Et par rapport à Marc, bien sûr, c'est une relation positive, un sentiment de responsabilité. Alors c'était intéressant, il y a eu un débat entre les juges entre protection et paternalisme. Alors certains ont dit c'est une action de protection, c'est un bon jugement, puis il y en a d'autres qui ont dit non, c'est du paternalisme. Alors il y a eu toute une discussion entre eux sur ce qui était finalement l'attitude à l'égard de l'enfant. Alors moi j'avais eu un mot assez dur, assez neutre, et puis finalement eux ont lancé un débat, puis se sont demandé quand il a pris la décision, il en était. Alors c'est là où ça a commencé à devenir assez intéressant. C'était intéressant jusque-là, mais ça l'était particulièrement à ce moment-là. Alors ensuite, de considérer, en considérant les arguments et les sentiments du juge Leclerc, d'essayer d'expliquer pourquoi il retenait la vision de monsieur pour apprécier l'intérêt de Marc. Alors les arguments, bien sûr, dans mon idée, c'était ce qui relevait de l'objectivité. Si on avait écrit une décision de justice,
c'est les arguments qu'on avancerait. D'ailleurs, c'est pas mal d'arguments qu'on retrouve dans sa décision à lui. Donc les besoins d'apprentissage spécifiques de Marc, le besoin d'utiliser mieux son énergie que d'aller le perdre dans les transports, l'enjeu d'aller avoir plus d'équilibre dans sa vie, et puis l'idée qu'il vit dans l'ombre de Pierre, donc l'importance de détacher ces deux personnes pour lui permettre d'avoir grandir de manière autonome. Alors, dans les sentiments, on retrouve cette idée de fonction d'intérêt. Alors, on pourrait dire que c'est de l'argument, mais déjà, il y a ce sentiment de responsabilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il prend la décision parce qu'il considère que le père se soucie mieux de l'enfant, donc il a confiance au père. Et bien sûr, il y a de la suspicion à l'égard de la mère parce que elle est plus concernée par le rôle social de la famille maternelle pour lui que de l'enfant. Et en fait, bien sûr, on retrouve encore ce sentiment de responsabilité ou de sollicitude, hein, l'idée que pour lui, l'enfant lui est confié. Et on voit déjà tourner un peu cette figure du troisième parent pour lui, du juge qui prend une décision dans cette situation-là. Alors ensuite, on avait fait tout un travail d'essayer de comprendre les différentes apparitions du jeu dans le récit. Donc essayer de regarder le jeu puis de voir ce qui était associé. Alors on voyait qu'il y avait trois formes, le jeu en acte de juger, le jeu en réflexion et le jeu qui est transformé par le cas de Marc. Alors là c'est intéressant, les juges l'avaient saisi tout de suite. Quand on étudie un récit, on essaye de trouver où est le moment transformateur. Il y a une situation initiale, il y a une situation finale et puis il y a toujours un moment qui fait que les protagonistes du récit sont transformés, en tout cas il y a quelque chose qui a basculé entre la situation du départ et la situation de la fin. Alors là, ce qu'il fait transformer, c'est la rétroaction qui fait en sorte que ce cas est important parce que d'une certaine façon, pour lui, il le vit comme c'est une situation où j'ai bien jugé, j'ai été dans le mille, je ne savais pas forcément si je prenais une bonne solution, mais la rétroaction me permet de savoir que j'ai bien apprécié la situation et que j'ai pris la bonne décision. Alors là, si on fait l'inventaire, on voit « je suis saisi »,« entendre »,« déduire », on retrouve « préférer »,« confirmer », tout ce qui est de l'ordre finalement de la rationalité, du jugement raisonnable. Et puis en même temps, alors ce qui est intéressant, c'est le jeu en réflexion. Ça commence même dans le début avec le jeu qui se pose en question est-ce que ma mémoire me joue des tours? Donc il y a vraiment ce passage de réflexion qui se met en place. L'idée bien sûr du jeu qui est frappé par le cas, la rétroaction qui reste assez évidente. Alors la prise de conscience que finalement c'est le père qui se soucie mieux que de l'enfant et puis le souvenir aussi qui est un point important. Et puis là, le cas de transformer, le fait que finalement il y a une prise de conscience de la perte de relation avec Marc qui a été momentanée, de ne pas savoir comment il a évolué, et puis finalement toute l'interrogation qui peut venir après sur qu'est-ce qu'est devenu cet enfant et est-ce que son jugement, ça a été au-delà du sens de la rétroaction. Alors c'est là, si on reprend les trois éléments, on voit vraiment dans l'acte de juger le champ du devoir professionnel, hein, du raisonnement qui est fondé en droit, qui est raisonnable, qui est logique. Hein. On y voit, nous, l'intérêt de l'enfant, l'article 33, avec ce souci d'une posture d'objectivité et d'impartialité. Alors au contraire, on voit dans le jeu tout ce qui est de l'ordre de l'introspection et de la prise de conscience des émotions qui pouvaient être présentes ou des sentiments qui étaient présents, donc de sollicitude à l'égard de l'enfant, et la relation complexe à l'égard de la mère et puis les situations particulières, la confiance à l'égard du père. Et puis le jeu transformé, c'est l'acquisition de la confiance en soi, la prise de conscience du lien d'attachement avec Marc. Alors c'est assez intéressant. Lui, il me disait, voilà, c'est pas un cas qui me fait pleurer aux larmes, mais c'est un cas où justement, pour des raisons personnelles, il a eu un sentiment de responsabilité personnelle fort à l'égard de Marc et la prise de conscience de la dimension de sollicitude de son acte de juger. Donc voilà un peu de manière concrète les éléments donnés. Alors voilà, ça clôt un peu l'expérience qui a été faite. Bien sûr, avec les juges par la suite, ça a donné énormément de réflexions. Puis bien sûr, ils se sont mis à raconter aussi
comment eux prenaient des décisions. Alors ça a été le point de départ. Alors juste pour finir, juste une sorte de finir par un tableau là avec un psaume. Lorsqu'amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Alors c'est un texte, c'est une peinture là du peintre italien Giacinto. Alors voilà un peu une première présentation de ce que ça peut donner et puis de ce que ça peut susciter. C'est une expérience qui est faite, qui est clos et que voilà, j'essaie de vous restituer. Alors maintenant, vos réactions sont les bienvenues puis, par rapport à tout ce travail-là. Merci beaucoup.